כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Eh bien, salut à tous. Une Alia Story tout à fait particulière. Voilà, alors on a le plaisir, en tout cas j'ai le plaisir d'accueillir Franck et Laura Marciano. Bonsoir. Salut à tous les deux. Bah alors là, on est un peu serré aujourd'hui parce qu'on a mis une jolie voiture sur la table. On va en parler, bien sûr. Alors, votre histoire, elle est multiple, plurielle, on va dire. Vous êtes arrivé, vous étiez étudiant en Israël, bac en poche, c'est ça ? Exactement. Après le bac, on est venus séparément. Mon mari de Paris et moi de Lyon. Et on s'est rencontrés au Technion, une université d'ingénieurs à Haïfa. Donc, tu as étudié, je crois, ingénieur en informatique. C'est ça, moi informatique et Franck génie mécanique. Génie mécanique, exact. D'accord, donc vous êtes rencontrés pendant vos études. Voilà, vous êtes mariés. Après les études, on s'est mariés. Et puis, vous êtes devenus parents. Exactement, de jumeaux. Les premiers, ça a été des jumeaux. Et j'ai accouché prématurément, au 7e mois. Et un des deux jumeaux, Ellie, est née avec un handicap moteur, infirmité motrice cérébrale. Ce qui veut dire concrètement Concrètement, il a beaucoup de challenges, on va dire ça comme ça. Des défis à relever au jour le jour. Il a au niveau moteur, ça se passe comment ? Le moteur, il a beaucoup de difficultés. Donc, il est en fauteuil roulant. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il est en fauteuil roulant, donc il ne marche pas. Puis bon, il a beaucoup de difficultés. Les membres supérieurs aussi. Supérieurs, tout à fait, au niveau des mains. Toutes les activités qui demandent un peu de coordination au niveau des doigts. C'est des choses qui sont très compliquées pour lui, qui sont pratiquement impossibles à faire. Et on essaie de l'aider au mieux possible. Alors, à l'époque de sa naissance, vous travailliez déjà, je crois que vous êtes dans une start-up. Exactement, moi je travaillais dans une start-up dans l'informatique. Et vous ? Et moi, en fait, je travaillais dans une des plus grosses sociétés d'Israël, en fait, qui s'appelle la Tassia Avirit, IAI. C'est une société d'aéronautique qui fabrique des avions, des missiles, des satellites. Et ça fait partie du projet d'Alia, en fait, de travailler pour le gouvernement. C'était un rêve. C'était un choix. Alors, comment on accueille une nouvelle pareille quand on est jeune parent, première grossesse, 2 enfants, dont un handicapé ? On n'y croit pas. Ça peut pas nous arriver. On prend une bonne claque dans la figure. Et puis ça passe tout de suite parce que de toute façon, faut avancer. Donc, on ne s'est pas trop posé de questions sur le pourquoi et comment. On a la chance d'avoir Ellie dans notre famille. Et voilà. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de challenges, beaucoup de défis au jour le jour, mais voilà. Vous êtes dit, on avance avec. On va faire avec. On a tous nos difficultés. Il y en a qui se voient plus que d'autres. Moi, chez lui, ça se voit beaucoup. Mais on avance avec. Alors, justement, vous avez donc cette situation-là entre les mains. Vous êtes jeunes parents, mais vous êtes aussi, bien sûr, ingénieurs, tous les deux. Donc, comment votre particularité en tant qu'ingénieur s'est mesurée avec le handicap qui rentrait dans votre maison ? En fait, ce qu'on apprend en tant qu'ingénieur, et puis surtout au Technion, qui nous apprennent, c'est de chercher des solutions, en fait. Ne pas accepter la situation comme elle est, et de toujours trouver des solutions. C'est le principe de l'ingénieur. Et dans notre cas, évidemment, on a essayé de prendre ce qu'on avait appris et toute notre expérience, évidemment, pour l'aider au mieux possible. C'est venu tout de suite, ce besoin de vouloir l'aider grâce à votre savoir, grâce à votre activité professionnelle ? La volonté est venue tout de suite. Après, évidemment, on ne s'est pas tout de suite lancé dans des expériences impossibles. On a commencé par chercher des solutions existantes. Et très vite, on s'est rendu compte que les solutions existantes, elles n'étaient pas assez adaptées pour les besoins qui existaient. Alors justement, le sujet de l'handicap en Israël est défraie la chronique. Il y a beaucoup d'enfants handicapés en Israël. Il y en a beaucoup trop, en même proportion que je pense que dans les autres pays.
Ok, ça veut dire quoi? Des milliers d'enfants handicapés? Il y a des dizaines de milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants handicapés dans le pays. Et pourtant, c'est un petit marché, donc forcément, les produits existants ne sont pas toujours extrêmement bien développés ou adaptés à des handicaps précis. C'est des produits pour... Tout à fait. Mais ce n'est pas spécifique à Israël, en fait. C'est spécifique... c'est les fabricants, en général, c'est des fabricants qui ne sont pas israéliens, qui sont fabricants mondiaux, en fait, c'est le marché mondial, mais... effectivement, vu que le marché du handicap, c'est un marché qui est relativement petit, ça reste quand même des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, mais c'est relativement petit. Donc les fabricants essaient d'élargir. Donc quand ils développent un produit, c'est d'élargir le pour qu'il corresponde au plus grand nombre. Tout à fait. Et puis au final, ça correspond à personne. Donc on l'a vécu en fait. Les produits qu'on nous proposait pour mon fils, au final, ils faisaient pas le travail, quoi. Alors quel genre de produit vous avez cherché, par exemple, quand il était... Pour manger déjà, pour manger de manière pour s'asseoir, pour manger. Pour manger, on va parler de la cuillère, mais les cuillères existantes sur le marché, c'est des cuillères toutes simples, qui sont juste un peu déformées de l'extrémité en général, où on peut rembourrer. Et on a essayé, c'est-à-dire c'était impossible que Ellie arrive à manger avec. On a essayé, ça ne marchait pas. Et puis, mis à part le fait que c'était des prix exorbitants, on a tenté, on a essayé, mais ça ne faisait pas du tout le travail. Alors vous, je crois que vous étiez bien sûr maman à cette époque, vous travailliez, on l'a dit, dans une start-up, mais vous avez carrément changé de voie pour essayer de mieux aider votre fils. Et vous êtes partie étudier. En fait, je le faisais en plus pendant que je travaillais. Pardon. C'est déjà. Non, donc j'ai pas quitté mon travail. On avait besoin d'argent, c'est sûr. Voilà. Mais en plus de mon travail, je suis retournée à Wingate apprendre 1 an de shiatsu, où j'ai appris aussi les bases de l'anatomie pour pouvoir mieux comprendre le handicap de mon fils et pouvoir l'aider au mieux. Alors, pourquoi le shiatsu ? Il était traité chez une kiné qui utilisait cette méthode et ça l'aidait beaucoup. Donc, pour pouvoir pratiquer la méthode pendant la semaine, quand il n'allait pas chez la kiné, j'ai décidé d'aller l'apprendre. Bon, alors, le shiatsu, vous pouvez nous expliquer en 2 mots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? C'est une méthode de massage ? Oui, c'est une méthode de massage chinoise. Okay. On travaille sur les méridiens d'une certaine façon, avec des pressions sur les méridiens qui passent dans le corps. Et ça soulageait beaucoup Ellie. Et ça soulageait beaucoup Ellie. Au niveau de sa spasticité, en fait, la spasticité des muscles, c'est le fait que les muscles se contractent de façon très aiguë. Donc le fait d'appuyer à certains endroits du corps, ça lui a relâché les muscles. Ça vous a aidé à accepter, à mieux gérer le handicap, de faire ça ? Oui, parce que moi, en comprenant d'où venait le handicap, d'où venaient les mouvements non contrôlés de mon fils, j'arrivais plus à l'aider. Ok. Donc, à accepter. Alors ça, c'était la maman. Mais vous n'êtes pas, bien sûr, resté sans rien faire. Non. Parce que la maman, craquant forcément à certains moments, elle vous a dit, là, je peux plus, là, il mange n'importe comment, je peux plus être là partout. C'est pas n'importe comment. Vous pouvez pas manger seul. Il pouvait pas. C'était même pas quand on en mettait de partout. Et à la rigueur, ça aurait été magnifique. Très bien. C'est sûr. Il pouvait pas manger tout seul. Et il voulait manger tout seul. C'était ça, en fait, une frustration pour moi de voir mon fils qui voulait quelque chose et que je ne pouvais pas lui donner, en fait. Son indépendance pour manger, je n'arrivais pas. Alors donc, au secours, papa. On m'a mis au boulot, en fait. On m'a mis au boulot. Elle vous a mis au défi de faire quelque chose. Voilà. Donc, elle m'a dit, écoute, tu es ingénieur en mécanique, tu designes des avions, tu vas pouvoir designer une cuillère qui va permettre que ton fils puisse manger tout seul. Donc, j'ai relevé le défi. Ah, comment ça a commencé ? Je crois que ça a commencé avec des Legos. Ça a commencé avec des Legos, tout à fait. C'était un soir de grand énervement. Un truc comme ça. J'étais dans la chambre des enfants, j'ai sorti la boîte de Lego. Je dis, j'ai une idée, il faut que j'arrive à voir si ça marche. Essayer de modéliser le principe. Et donc, alors, pour la calmer, vous êtes revenu avec la maquette tout de suite ? Non, ça a pris quelques heures. Évidemment, avec quelques heures, c'est déjà, il fallait c'est déjà très peu de temps. L'idée se mettre en place. Ouais. Donc, après quelques heures, j'ai modélisé un truc avec des Lego. Le principe, en fait, je ne suis pas sûr qu'elle ait compris tout de suite à quoi ça... Je confirme. Voilà. En fait, vous avez fait un espèce de pré-prototype pour voir si le principe auquel vous pensiez pouvait marcher. C'était quoi ce principe physique ? C'était en gros, c'était un principe de contrôle, de contrepoids et de centre de gravité. C'était un truc qui... pour permettre en mettant des points d'un côté, on peut voir si le centre de gravité changeait de manière contrôlée. Et c'était une maquette, en fait, une maquette qui ressemble un peu à une sorte de balance, qui modélisait le concept que j'avais peut-être de cette cuillère qui pourrait exister.
Bon, en tout cas, dans ma tête, ça commençait à prendre forme. Ok. Il y a que dans sa tête que ça prenait forme, parce que moi, concrètement, je galérais toujours à donner à manger. Et puis il y avait des autres enfants, et puis il fallait Voilà, les grâce à Dieu, il y avait les familiaux, enfants. ça devait Tout à être fait. compliqué aussi. Ouais. Puis un jumeau, donc Voilà. voilà, Un vous avez jumeau, une cumulé petite sœur. Ouais. Alors, Le fait est que cette maquette, ensuite, bon, je me suis mis devant mon ordinateur, j'ai commencé à modéliser la cuillère. Et puis, en fait, j'ai lancé le prototype en impression 3D. Donc, c'est une technologie qui était relativement récente à cette époque-là, il y a à peu près 4 ans. Et donc, j'ai reçu mon prototype, j'ai commencé à le tester. Puis bon, comme ça, évidemment, le premier n'était pas vraiment au point. Donc, j'ai retravaillé le modèle. Et puis, après 2, 3, 4, 5 essais... alors, mais comment vous faisiez pour changer, améliorer le modèle? C'est tout seul avec votre fils, tout simplement, lui donnant la cuillère? Il le testait, on voyait ce qui ne marchait pas. Et puis, On recommençait. C'est le plus dur des clients. Notre fils, il essaye, si ça marche pas, ça marche pas. Il essaye pas une deuxième fois. Ah ouais. D'accord. Et donc, ça a pris combien de temps, ça, avant d'avoir un prototype qui vous satisfaisait? un prototype qui me satisfaisait, ça a pris 2-3 mois. Ok. Ça a pris 2-3 mois. Et puis en fait, donc, au bout de 3 mois, il avait sa cuillère, donc il commençait à manger avec. Bon, c'était quelque chose, encore une fois, c'était imprimé en 3D, c'était quelque chose un peu grossier, mais bon, ça marchait. Et le fait est que, en fait, son ergothérapeute et les gens qui le traitent, en fait, ont vu ce produit, ont vu cette cuillère. Et on a très vite compris que Il y avait un intérêt. il y avait un intérêt. Parce qu'Elie n'est pas le seul. Tout à fait. Il y avait un besoin dans d'autres familles, chez d'autres gens. Il y a pas mal de familles qui nous ont contactés en nous disant qu'ils avaient le même besoin, en fait, et si on pouvait les aider à avoir la même chose, donc évidemment, on a refabriqué. C'est une grande victoire de donner de l'autonomie à son enfant. Enfin Je pense pour tout parent, c'est notre but. bien sûr. Mais... Handicap ou pas handicap, de leur donner les clés pour réussir et être le plus autonome possible. Et pour des parents qui n'ont pas d'enfants handicapés, des besoins essentiels comme ça est simple, en fait. Tout à fait. On ne se rend pas compte de... C'est des choses basiques. Puis bon, mis à part le ressenti du parent, en fait, il y a pas mal aujourd'hui d'études qui sont faites autour de l'autonomie, et puis comme quoi c'est une clé, en fait, pour le développement des enfants. En fait, cette autonomie, elle est pratiquement vitale, quoi, pour le développement des enfants. Mais ce qu'on se rend pas forcément compte quand on n'a pas les difficultés quand on mange de façon autonome, mais c'est que quand on n'est pas autonome pour manger, on décide pas ce qu'on prend dans l'assiette. Et on a la bouche ouverte en attendant qu'on nous mette, qu'on nous gave, entre guillemets. On ne choisit pas. Quand on a une cuillère et qu'on peut manger tout seul, on décide qu'on va commencer par ça, et puis par ça, et le rythme à laquelle on mange. Mm-hmm. Ok. Donc, après 3 mois, vous faites un prototype plus ou moins... Prototype qui marche. Mais Vous le peaufinez avec les thérapeutes avec qui Tout à fait. vous êtes en contact au quotidien pour les soins de votre fils. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il en faut de plus en plus. de plus en plus. Ça veut dire que les parents que vous fréquentez, qui ont aussi des enfants handicapés... Ils en demandent. ils en Donc, demandent. encore une fois, on en refabrique 2, 5, 10, 15. Et puis, au final, on se rend compte qu'il y a vraiment un grand intérêt, qu'il y a vraiment un vrai besoin. Et donc, bon, là, on dit stop. En fait, on arrête tout. On se dit qu'on va essayer de faire ça de manière professionnelle, un peu plus sérieuse, et puis de manière à aider vraiment un maximum de personnes. Et donc, en fait, on commence à monter un dossier, puisqu'évidemment, pour tout développement de cette ampleur, il faut des fonds. On commence à monter un dossier, puis on s'adresse au ministère de la... Vous pouvez dire le nom, ministère de l'économie. Vous pouvez dire le mot en hébreu, au contraire, ça peut peut-être... Ministère de l'économie, Misrad HaKalkala, et puis donc il y a une branche du Misrad HaKalkala qui s'appelle Lishkat Hamadan Arashi. Et en fait, ils financent des projets. Donc et ils vous ont aidé. On a soumis notre dossier, ils nous ont aidés, on a été acceptés. Et on s'est lancé dans... Donc c'est un prêt remboursable, on imagine. Mais bon, en tout cas, sans ça, vous n'auriez pas pu vous lancer dans cette aventure. Donc vous avez monté une société, on peut le dire, qui porte le nom de votre fils, s'appelle Elie Innovation, pour commercialiser la cuillère. Alors nous, on veut la voir, la cuillère. La cuillère, elle est là. Elle tourne beaucoup sur Facebook en ce moment, puisqu'on a fait une vidéo qui montre un peu... Il faut la mettre... Alors, montrez-la à la caméra, comme ça, ce sera plus simple. Alors, c'est quoi la particularité? Alors, la particularité de la cuillère, en fait, c'est que peu importe le mouvement que la personne fait avec sa main, en fait, puisqu'en général, puisque c'est adapté aux personnes qui ont des difficultés au niveau des motrices, au niveau des membres supérieurs. Donc, peu importe
mouvements qu'elles font avec la main. La nourriture, en fait, leur arrive dans la bouche sans On voit qu'elle bouge là, voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, je peux tourner dans ce... Si vous la mettez à l'envers, comme on peut faire quand on a... En fait, le mouvement typique des gens qui ont ce genre de difficulté, il arrive comme ça. Donc, ils arrivent comme ça, ils ont les muscles qui sont un peu contractés. Donc voilà, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et donc, on voit que la cuillère, elle bouge pas, elle est... La spatule ne bouge pas. La spatule reste tout le temps parallèle au sol, de manière à ce que la nourriture ne tombe pas... Et ça marche. Ça marche bien. Ça marche bien et ça aide pas énormément de gens. Ouais. Et donc, en fait, l'importance, et puis c'est une conductrice de toute chose qu'on développe, c'est que ça soit quelque chose de facile, quelque chose qui soit à des prix vraiment très abordables. Et encore une fois, bon, pas électrique, on s'est acharné pour que ça soit un produit mécanique, donc on puisse mettre pas de recharge de batterie. Utilisable Shabbat pour ceux qui font Shabbat. Tout à fait. Machine à laver. Lave-vaisselle. Bien sûr, c'est très important. Bien sûr. Alors, c'est impressionnant de vous voir. On se dit, enfin moi je me posais la question, est-ce que vous auriez eu la même vie si vous étiez resté en France? Est-ce que vous seriez lancé là-dedans? Puisque vous, je pose cette question parce que vous avez lâché la start-up et que vous êtes mis à fond dans votre nouvelle entreprise, dans votre nouveau projet. Non, en toute honnêteté, je pense pas que si ça s'était passé en France, je ne sais pas si on se serait rencontrés. Je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes études, parce qu'en France, j'étais plutôt partie pour faire HEC. Après mon bac, c'était plutôt la direction que j'allais prendre, pas du tout ingénieur. Et monter ma boîte moi-même pour faire des produits pour personnes handicapées, non, je pense pas que ce soit... Mais si vous aviez eu même un fils handicapé en France, vous auriez continué votre vie Ouais. Je pense pas qu'on l'aurait fait. Pourquoi Israël a une autre dimension? C'est quoi? C'est fabriquer des produits qui peuvent aider aussi d'autres gens? D'autres gens, d'autres Israéliens. Je ne saurais pas expliquer ça. Pourquoi? Je pense que le Ternion, ça nous a donné aussi cette dimension-là. Et puis bon, c'est la nation start-up, donc en fait, on vit dans un environnement, on a grandi dans un environnement où on développe, on cherche des solutions. Je pense que c'est le propre de la nation israélienne. Alors, la cuillère aujourd'hui, vous avez trouvé un distributeur américain Monde. Ça veut dire que le produit est vendu dans le monde entier à un prix, on ne va pas donner les prix, mais c'est assez cher, sauf qu'en Israël, vous avez gardé, on va dire, le marché et vous vendez cette cuillère pour un prix tout à fait raisonnable, on peut le dire, puisque c'est 199 shekels. Exactement. Donc, vous avez fait exprès de... Tout à fait, on a fait exprès de garder ce marché-là parce que c'était important pour nous, c'est là qu'on a développé. Et puis, on a côtoyé aussi pas mal de gens qui seront potentiellement intéressés et qui ne peuvent pas se payer forcément des choses très chères. Tout à fait. Mais par contre, on n'avait pas la structure pour faire la même chose dans le monde, donc il fallait forcément quelqu'un qui avait une structure adaptée pour faire ce genre de choses. Et donc, bon, il prend sa part. Bon, alors ça c'est pour manger et pour, on va dire, développer l'autonomie des enfants handicapés. Ça marche, j'imagine, aussi pour les adultes, bon, peut-être en plus gros. Ça existe en cuillère à soupe. C'est en développement, ça sort dans quelques mois. Vous pouvez m'embaucher, ça. On travaille tout le temps. Voilà. Bon, alors ça, on a compris que c'était ce besoin-là pour votre fils qui vous a fait arriver à développer cette cuillère. Et là, bien sûr, depuis tout à l'heure, ceux qui nous regardent doivent être intrigués. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est quoi ce truc? Eh bien, cette voiture, c'est Wheezy. Wheezy, exactement. Voilà. Quand Ellie est arrivée sur ses 3 ans et demi, on a compris que ce serait vraiment compliqué pour lui de marcher. Donc, il était assis dans une chaise. En hébreu, on dit kisepinati. Ça veut dire c'est vraiment une chaise au coin. Quoi. Au piqué. Au coin. C'est une chaise qui est en coin. Et donc, il était assis dans cette chaise au coin tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas. Sinon, il tombe. Voilà. C'est dangereux. Il fallait coincer dans un... Autrement, il était sur une poussette de bébé. Mais bon, à 3 ans et demi, pour lui, en plus, il y avait la petite sœur qui venait d'arriver. Pour lui, c'était... la grosse punition. Voilà, exactement. D'être dans une poussette. Donc, il était dans sa chaise de coin. Donc, voilà, on a compris qu'il fallait un fauteuil électrique. Un fauteuil roulant. Donc ça, cette petite voiture qui a l'air trop sympa, c'est un fauteuil roulant. Avec un joystick pour se déplacer. Ouais, incroyable. Alors, c'est pas quelque chose que vous avez développé. Non. C'est une chose qu'on importe. D'ailleurs, c'est le seul produit qu'on importe parce que c'est quelque chose vraiment de très particulier. La vérité, c'est qu'au début, on voulait pas forcément l'importer, mais bon, personne n'était intéressé à prendre
prendre ce produit-là parce qu'en fait, au niveau... Ça ne ramène pas d'argent, en fait. Ça coûte cher. C'est un produit qui coûte cher, qui ne ramène pas d'argent, qui n'est pas reconnu par le ministère de la Santé. Donc pour l'instant. Pour le moment, tout à fait. On y travaille depuis 3 ans. On s'acharne, d'ailleurs. Mais, pour le faire reconnaître par le ministère d'Abriout. Par le ministère d'Abriout, tout à fait. Pourquoi ? Pour que les enfants puissent en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un enfant handicapé à la maison, on n'a pas de fauteuil forcément adapté. C'est quoi ? C'est des grands fauteuils ? C'est des général, choses... Oui, c'est soit dans des... En fait, le problème des fauteuils roulants, entre guillemets, c'est que pour que le ministère d'Abriout finance un fauteuil roulant pour un enfant, il faut qu'il leur prouve qu'il sait l'utiliser. Un fauteuil électrique, vous voulez. Roulant électrique. Donc ça veut dire quoi ? Que l'enfant prouve qu'il sait utiliser le fauteuil roulant. Tout à fait. Et comment il le prouve ? Il le prouve en passant une sorte de permis de conduire. D'accord. Donc les enfants handicapés doivent passer un permis de conduire pour se voir financer le fauteuil roulant par le ministère d'Abriout. Et tant qu'ils n'ont pas ça, en fait, ils ont une sorte de grandes poussettes adaptées avec des rembourrages un peu de tous les côtés qui les maintient. Mais c'est une poussette, en fait. D'accord. Et passer son permis de conduire quand on n'a jamais eu de fauteuil roulant, c'est impossible. Impossible. C'est pratiquement impossible. Ok. Donc en fait, votre fils a essayé de passer le permis de conduire. On a échoué. Vous avez échoué. Donc vous êtes dit... C'était pas une surprise, parce que c'était normal, on l'a mis dedans. En plus, c'était une chaise énorme, avec des coussins de partout pour le tenir. Bon, moi, j'étais en dépression de le voir dans une chaise roulante, parce que c'est pas pour rien quand même que le symbole international du handicap, c'est une chaise roulante. Voir son fils dans une chaise roulante et dire, OK, mon fils est handicapé. Tout le monde va dire que mon fils est handicapé. Il avait quel âge à cette époque-là ? 3 ans. 4 ans. C'est dur. Ouais. Pour des parents, faire rentrer la chaise roulante à la maison, un fauteuil roulant, c'est une étape qui est très compliquée. Très, très compliquée. Le psychologique, c'est très compliqué. Ah, ouais. Donc, vous vous êtes dit, effet Ternion aidant, on va trouver une solution, comme d'habitude. Et donc, vous avez trouvé... Ouais, on a cherché. Moi, j'ai cherché pendant des mois. J'ai cherché sur Internet des mois. J'écrivais fauteuil roulant design, fauteuil roulant amusant, en hébreu, en anglais, en italien, en espagnol, n'importe quoi. J'ai cherché jusqu'à que... Et tu as trouvé un beau jour. Ouais, j'ai trouvé une association, une toute petite association en Angleterre qui fabriquait Wheezy. On les a contactés et on a essayé pour notre fils. Bon, ça nous a changé la vie. Et voilà, on a décidé d'importer en Israël. Alors, ça existe en Israël, mais malheureusement, ça coûte cher. Bien sûr. Très cher. Ça coûte combien d'ailleurs un fauteuil roulant normal, classique ? Un fauteuil roulant électrique classique, en Israël, en tout cas, les prix, ça varie entre 30 et 70 000 shekels, en fonction de la taille des accessoires. Et bon, on a réussi quand même à ce que Wheezy reste dans la fourchette basse. Dans la fourchette basse, tout à fait. Donc c'est un fauteuil qui coûte dans les environs des 35 000 shekels. Et vous travaillez, je crois, à un projet pour financer ça. En tout cas, vous essayez de trouver des solutions pour que ce soit moins cher pour les familles qui en ont besoin. Tout à fait. Donc, comme je disais juste avant, le but, évidemment, le but final, ça sera que le ministère d'Abriout reconnaisse le fauteuil et donc le finance aux parents. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis déjà 3 ans. Je ne perds pas espoir, ça va arriver, mais ça peut prendre encore plusieurs années. Et entre-temps, on est obligé de trouver une solution intermédiaire parce que une des choses moi personnellement, qui me frustre beaucoup, c'est quand on va chez des familles, parce que il y a des kinés, par exemple, qui s'occupent des enfants, qui nous redirigent vers des familles, en nous disant, écoute, cet enfant, ça peut vraiment lui convenir, donc va le voir. Donc je vais chez les familles, et on essaye le fauteuil, c'est vraiment... Donc, l'enfant, vraiment, il adore. C'est parfait pour lui. Et puis imaginez que c'est la première fois que ces enfants-là arrivent à se déplacer tout seuls, en fait. Ouais, c'est la première fois. Ça doit être un truc incroyable. C'est une sensation qui est vraiment particulière. De voir ça, c'est génial. Donc vraiment, c'est génial. Donc on est vraiment bien, on se sent bien. Et puis au final, les parents ils me disent, ok, c'est génial. Comment ça marche ? Du coup, ça coûte 35 000 shekels. Ils me disent, c'est un problème puisqu'on n'a pas le financement. En fait, on peut pas se permettre. Donc ils vous rendent le fauteuil. Et donc c'est le moment où je commence à déprimer. Et donc on a décidé de trouver une solution intermédiaire, en fait. Et notre but, c'est de faire financer des fauteuils, de trouver des gens, des associations, des sociétés, en fait, qui nous aideraient à financer des fauteuils, qui parraineraient, en fait, ces enfants. Et puis, ces fauteuils-là, on s'en servirait pour les prêter aux familles le temps nécessaire. Et
à la fin. Oui, de ça cette veut dire période. qu'une fois que vous avez un petit lot de fauteuils financés, vous pouvez les prêter et faire un roulement Tout à fait. en fonction Tout à fait. des On les enfants remet qui en en état ont besoin. entre chaque enfant. Bon, on change un peu les coussins, les choses qu'il faut changer, on les remet en état et puis on les renvoie Ça, dans c'est notre famille. votre projet. C'est notre projet. Un Tout de à vos fait. projets. Un de nos nombreux projets. Mais c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui est vraiment important parce que c'est, encore une fois, comme Laura disait, on a vu ce que Wheezy était capable de faire, d'influencer sur les enfants, sur les familles. C'est quelque chose de vraiment Ça très change la vie particulier. au sein de la famille aussi, j'imagine. Complètement. Ça change tout. Ça Complètement. change tout. D'abord, quand on sort dans les canyons ou dans des parcs, il peut jouer tout seul, il peut se déplacer tout seul. Les autres enfants, quand ils voient Wheezy, ils voient pas un fauteuil roulant, donc ils veulent la même chose. Les Donc, parents, en et puis, général, ils ont ont moins savent peur. pas comment réagir à ça. Ils ont moins peur. Ils n'ont pas peur du tout, ils veulent la même chose. Ils disent à leurs parents, moi aussi je veux un comme ça. Non, c'est exceptionnel. Et puis bon, pour l'enfant lui-même, le fait de se déplacer tout seul, d'aller où il veut. Pour nous, c'était même la première fois qu'on disait à Ellie, ne fais pas ça, fais ça, mais aussi ne rentre pas dans les murs. Viens ici. Viens ici. Viens ici, ça n'existait Et pas avant. on Ellie, faisait viens tout ici, pour ça lui. n'existait pas. On faisait tout pour lui. Donc il n'avait pas vraiment d'influence sur ce que lui voulait faire. Et là, il faisait Alors, des bêtises, il était tout content de faire des C'est bêtises. de quel âge à quel j'imagine. De quel âge à Ouais. quel âge le fauteuil Le Wheezy, Enfin, le Wheezy, pardon. Ouais, le Wheezy, c'est important de dire le Wheezy. Ouais, bien sûr. Le Wheezy, c'est entre 1 an et demi et 6 ans. Et après, on passe. Après, on Et passe après, à on une passe chaise à- classique. Mais c'est déjà moins difficile. Ouais, je travaille pour qu'il fasse Wheezy 2. Wheezy 2. Alors attention parce que ça va devoir arriver. Ça va C'est- devoir arriver. Si elle a décidé, ça va devoir arriver. Bon, en tout cas, c'est très émouvant de vous parler et je trouve que c'est génial. Ça donne encore une très belle image de l'Alia de France parce que non seulement vous apportez aux enfants handicapés, mais avec tout ce que vous êtes en train de créer, vous apportez à tout le monde, à toute la société israélienne. Et vous n'êtes pas là par hasard. Et franchement, C'est sûr. ça fait chaud au cœur. Je suis très émue de vous recevoir. Non, mais c'est vrai. C'est Bah, de rien. gentil. Vous avez autre chose que vous aimeriez rajouter avant de terminer l'émission? Peut-être un message pour les Olim présents, passés, futurs, de leur dire que n'ayez pas peur. Si vous avez des projets, lancez-vous. Israël, c'est une terre fertile pour ce genre de projet. On trouvera toujours des gens pour vous aider. Nous, les premiers, pour vous conseiller, pour vous aider. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et ceux qui ne sont pas là, venez. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci à vous. Ciao. Merci. Et bonjour à Ellie. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.